Bonjour, merci d'être là pour ce talk sur OpenTelemetry et surtout les traces. Je m'appelle Nicolas Frankel, j'ai un petit grésillement. Vous m'entendez là, c'est bon? Ouais, ok. J'ai été développeur pendant très longtemps, beaucoup mieux, presque. Team lead, architecte, blablabla. En gros, j'ai fait des projets pendant 17 ans. Et puis j'en ai eu assez des requirements, des managers, des clients. Aujourd'hui, je suis DevRel. Ça vous évoque quelque chose? Je suis DevRel chez Loft Labs. On fait 2 produits, notamment du cluster Kubernetes virtualisé. Comme vous pouvez le voir, j'ai les cheveux blancs, et donc j'ai de l'expérience. Oui, de l'expérience. Je suis pas âgé, j'ai de l'expérience. Et quand j'étais plus jeune, on parlait pas d'observabilité, on parlait de monitoring. Et à l'époque, le monitoring, c'était... J'ai vraiment une réverbération impressionnante. J'ai lu quelque part que c'était super perturbant quand on renvoyait la voix de quelqu'un avec quelques millisecondes de délai, et je peux vous assurer que c'est vrai. Je suis en train d'en faire l'expérience, c'est assez bizarre. C'est beaucoup mieux déjà. Merci. Je sais pas comment a fait Julien. Donc c'était des pilotes d'exploitation qui étaient assis devant un écran, un grand mur d'écran. Vous connaissez l'Unédic DPI d'ailleurs? Non? C'est ceux qui versent les cotisations chômage aux assédiques. Donc c'est bien si vous ne le connaissez pas. Et à l'époque, l'Unédic DPI qui était à Montpellier était super heureux de dire qu'ils avaient le plus grand mur d'écran de France. Effectivement, c'était impressionnant. Et donc le summum de la technologie, c'était des gens qui regardaient un écran et quand ils voyaient un dashboard qui déconnait un petit peu, pouf, ils pouvaient intervenir immédiatement. C'était magnifique. Le problème, c'est que nos systèmes sont devenus de plus en plus distribués. Je vais essayer d'éviter d'utiliser le nom maudit de microservices, mais il n'empêche que nos systèmes sont distribués et que c'est plus possible de dire en regardant une courbe, ah là il y a un problème, il est fort probable que le problème soit arrivé bien avant. Donc nous sommes arrivés avec une nouvelle manière de concevoir le monde qui s'appelle l'observabilité, donc avec une magnifique définition Wikipédia. Donc qui, pour une fois, est pas super bien, parce qu'en fait, il parle de logging et de tracing en oubliant complètement les métriques. Les 3 piliers de l'observabilité sont les métriques, le logging et le tracing. Ce talk est plutôt focalisé sur le tracing, mais je vais quand même parler quelques mots des métriques et un petit peu plus des loggings. Donc déjà, les métriques, je suppose qu'aujourd'hui, tout le monde fait du monitoring de métriques. Qui n'en fait pas? Je ne parle pas des étudiants, hein, oui, je suppose que tout le monde fait des métriques. La seule chose où je peux peut-être vous proposer un axe d'amélioration, c'est plutôt que de vous focaliser sur des métriques système qui n'intéressent absolument personne, savoir que, par exemple, le volume du disque Y est plein à, je sais pas, 56%, c'est pas vraiment super intéressant, peut-être de donner des métriques métiers qui peuvent valoriser votre équipe d'exploitation et peut-être leur donner peut-être un peu plus de budget, par exemple le nombre de commandes de la journée ou ce type de choses. Les logs sont un peu plus intéressantes parce que je trouve que c'est, on va dire que c'est moins mature. Déjà, quand j'étais un jeune ingénieur, moi je viens du monde Java, je pensais être très fort, et donc je me suis dit, mais le log, c'est super chiant, je vais automatiser les logs, et comme je travaillais dans des environnements où je ne pouvais pas toujours choisir mes collègues, par exemple dans l'administration publique, mais j'avais pas toujours non plus le choix de mes collègues dans le privé, pour être tout à fait honnête. Je me suis dit, je vais éviter que les logs soient un domaine qui soit complètement ignoré. Je vais créer un agent Java, donc je vais modifier le code qui tourne au runtime pour loguer les paramètres d'entrée d'une méthode quand je rentre dans la méthode et sa valeur de retour quand je sors de la méthode. Et comme ça, immédiatement, je vais pouvoir suivre le flux d'exécution du programme et ça va être vachement mieux. Et puis bien sûr, j'ai oublié que dans certains cas, on utilisait un mot de passe comme paramètre d'entrée, et donc j'avais les mots de passe dans la log, ce qui n'était pas vraiment une bonne idée. Tout ça pour dire, les logs,
malheureusement, je crains qu'il n'y ait pas d'autre manière de le faire que des logs manuels et qu'il faut vraiment faire attention à la qualité de vos logs. Vous avez peut-être assisté au talk ce matin sur les logs, comment gérer les logs, et vraiment c'est super important. Ensuite, le format de log. À l'époque, on avait un problème sur une application, on se loguait sur la machine, on allait lire le fichier de log. Les logs étaient faits pour être lus par un être humain. Aujourd'hui, bien malin, celui qui pourra me faire croire qu'il procède de cette manière-là. Aujourd'hui, il est impossible déjà de savoir quand il y a une erreur sur une application parce que c'est un système distribué sur quelle machine il faut se connecter. Et il y a une grande chance, si vous êtes dans un environnement qui utilise des containers, que le container est déjà disparu. Donc il n'y a même plus de machine sur laquelle vous connectez. La plupart du temps, vous allez utiliser des systèmes de gestion de logs où vous allez envoyer les logs sur un système centralisé. Et derrière, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi la première chose que vous faites quand vous envoyez ces logs? Vous parsez la log pour la structurer. Donc vous créez des logs non structurés et derrière, vous avez un système qui va les structurer pour pouvoir être ingéré dans le système de logs centralisé. Pourquoi est-ce que vous ne créez pas directement des logs structurés? Ça vous enlève un composant dans votre architecture, ça vous évite de dépenser des ressources inutiles, ça vous évite des erreurs. Voilà. Donc, créez directement vos logs en JSON. Tous les frameworks le font aujourd'hui. De la même manière, jeune ingénieur, la première chose qu'on m'a dit, c'est il ne faut absolument jamais loguer sur la console. Il faut créer toutes les logs dans des fichiers. Aujourd'hui, vous utilisez des containers. Vous loguez où? Voilà, donc ça change tout le temps. Les outils d'agrégation, j'en ai parlé. Après, si vous êtes un architecte, vous allez devoir, est-ce que je vais pousser les logs ou est-ce que je vais les scraper? J'ai parlé des logs structurés, pas structurés. Où est-ce que je stocke mes logs, pour combien de temps? Et il faut aussi penser à pouvoir chercher et afficher les logs. Donc, plein de systèmes disponibles. Moi, je suis plutôt sensible, j'ai plutôt de l'expérience avec la stack élastique. Elle commence peut-être à être un petit peu plus âgée, mais tout fonctionne. Comme je vous l'ai dit, ce talk est plutôt focalisé sur les traces parce que c'est vraiment quelque chose qui manque dans la plupart des organisations dans lesquelles je suis intervenu. Donc encore une définition Wikipédia et encore une définition que j'aime pas trop. Donc j'ai fait la mienne avec sans doute beaucoup d'inspiration. Donc pour moi, une trace, c'est la matérialisation d'une requête métier qui passe dans plusieurs composants de votre système d'information. Et déjà à l'époque, à l'époque, ouais, il y a 10 ans, quoi. Non, il n'y a pas trop de jeunes. Qui a 25 ans ou moins? Ah si, quand même. Oh purée, alors désolé. Vous semblez tellement mature que... Ok. Donc déjà, il y a quelques années, on avait des systèmes de traces. Par contre, le problème, c'est que ces systèmes de traces, c'était des systèmes propriétaires. Et donc, dès lors que vous choisissez un de ces composants, lequel n'est pas important, vous réduisiez vos choix d'autres composants pour qu'ils soient compatibles avec celui-là. Si vous disiez je choisis Jaeger parce que Jaeger très bien, ou alors j'avais un bon salesman qui m'a vendu Jaeger, derrière je voulais utiliser un composant, je sais pas, Java, .NET, PHP, etc. La librairie devait être compatible Jaeger. Donc quand on a ce problème, pas d'explosion, mais de plusieurs formats propriétaires, il y a toujours quelqu'un qui dit je vais créer un nouveau format open source, je vais créer un standard. Et ceux qui connaissent XKCD connaissent, j'ai 14 standards concurrents, je vais en créer un qui va tous les unifier, et puis quelques années plus tard, on a 15 standards. Donc il faut une organisation qui soit capable d'imposer son standard, et le W3C, je pense, est une de ces organisations, puisqu'elle a vraiment de la puissance et de l'influence. Et donc, c'est ce qu'elle a fait. Elle a créé une spécification qui dit comment est-ce qu'on va
passer un contexte de trace via HTTP. Qui a lu le Trace Context Specification? Ok. C'est pas grave, hein. C'est super simple. Si vous pensez qu'une spec, c'est chiant à lire, c'est pas du tout le cas, c'est compréhensible, même moi j'y suis arrivé, et pour ceux qui ne l'ont pas lu ou qui n'ont pas envie de le faire, je vais faire un résumé. Donc tout se base sur un header HTTP, et derrière, la spécification définit deux concepts. La concept de trace, qui est effectivement une requête métier qui passe à travers des composants, et le concept de span, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va se passer dans un composant. Donc vous avez au moins un span par composant, mais vous pouvez avoir plusieurs choses qui se passent, et donc toutes ces choses peuvent donner lieu à des spans. Chaque span doit appartenir à une trace, et chaque span est lié dans une relation parent-enfant avec une ou zéro, si c'est la première span, parent-enfant. Donc ici, vous avez une trace qui passe à travers trois composants. Chaque composant génère une span, et le composant X va envoyer quelque chose au composant Y et au composant Z. Donc le Y et le Z sont des spans enfants du span qui se passe dans X. C'est vraiment très compliqué. Lisez la spec, elle est magnifique. Donc maintenant qu'on a une spec, vous pouvez le faire à la main. Vous pouvez décider vous-même de gérer votre header HTTP, d'extraire les informations, etc. et puis de les passer. Mais comme on est des développeurs, qui est développeur d'ailleurs ici? Ouais. Qui est Ops? Ouais. Ouais. Alors j'allais dire qui est DevOps, mais si vous n'êtes même pas sûr si vous êtes des Ops, je suis encore moins sûr que vous... Qui est DevOps? Et le sait. Ok, moi je sais pas ce que c'est, donc bravo. C'est pour ça que t'étais pas sûr, tu disais ouais je suis pas trop Ops, ok, mais t'es DevOps, ça c'est sûr. Il y a marqué quoi sur ta fiche de paye? DevOps. Il y a écrit Lead Senior. C'est original, Lead DevOps Senior. D'accord, ok. Ouais, ça change, ouais mais c'est bien, faut être adaptable dans ce métier. Donc vous pouvez faire... tout ça à la main, mais comme on est plutôt feignant chez les devs, et comme vous êtes une majorité de devs, bien sûr vous êtes d'accord avec moi, il vaut mieux avoir quelque chose qui le fait pour nous. Donc on a un truc qui s'appelle OpenTelemetry, et alors OpenTelemetry c'est plus large que le Trace Context, ça fait aussi les logs, les métriques, etc. Ça propose des outils, des implémentations, des librairies, et par contre ça implémente aussi le Trace Context. De manière intéressante, c'est un merge, au sens open source du terme, de deux projets qui ont mergé de Open Tracing et de Open Census. Open Tracing qui était un des pionniers du tracing avant, c'est un projet CNCF, je sais même plus combien de followers, c'est plus à jour, ça change tout le temps, c'est de la folie. J'ai tendance à penser qu'aujourd'hui, Open Telemetry, c'est vraiment un trou noir qui va attirer tous les acteurs du marché. Aujourd'hui, si vous êtes un acteur de l'observabilité, vous ne faites pas d'Open Telemetry, vous êtes mort. Comment ça fonctionne? C'est assez simple, ça définit deux choses, ça définit le format OPTLP et le protocole, et c'est tout. C'est-à-dire vous allez avoir des providers qui vont fournir de la donnée au format OpenTelemetry, et derrière vous allez avoir un OpenTelemetry Collector qui va offrir le bon protocole, en l'occurrence il y en a deux, vous pouvez faire du HTTP ou du gRPC, qui va recevoir ces données. Par contre, on vous fournit, OpenTelemetry vous fournit un OpenTelemetry Collector, mais qui va juste servir de conduit temporaire si vous voulez faire de la transformation, de l'amélioration, etc. Mais Jaeger, Zipkin ont mis à disposition leur infrastructure de tracing au format OpenTelemetry. Donc vous pouvez conserver l'infrastructure que vous utilisez aujourd'hui, Jaeger ou Zipkin, et juste ouvrir le port OpenTelemetry, dire à vos applications, on va envoyer la donnée au lieu du format propriétaire en format OpenTelemetry, et maintenant c'est la fête, parce que derrière vous pouvez changer votre infrastructure sans aucune conséquence. Donc comme vous êtes des devs, et que j'ai dit que c'était pour les développeurs, je vous explique un peu comment vous allez pouvoir faire pour aider vos petits copains Ops, ou vous-même si vous êtes DevOps. Deux grandes manières de commencer votre
votre journey. Je suis désolé, je fais ce talk tellement souvent en anglais que j'ai les mots anglais qui me viennent. Votre voyage sur OpenTelemetry. La première, la plus simple, mais pas toujours disponible, c'est l'auto-instrumentation. Pour faire de l'auto-instrumentation, vous allez avoir besoin d'avoir un runtime. Donc si vous êtes un développeur Java, la JVM c'est un runtime. Si vous êtes un développeur Python, Python c'est un runtime. Si vous êtes développeur Rust ou Go, il n'y a pas de runtime, donc vous ne pouvez pas faire d'auto-instrumentation. L'avantage de l'auto-instrumentation, c'est super simple à faire. C'est-à-dire que les développeurs n'ont pas besoin de connaître OpenTelemetry, ils n'ont même pas besoin de savoir que derrière il va y avoir de l'OpenTelemetry. C'est la personne qui va gérer le runtime, qui va dire ok, au moment où j'exécute la JVM, le Python, etc., je vais rajouter le petit flag qui va bien. La plateforme va instrumenter le code et derrière ça va générer des données OpenTelemetry que vous configurez pour aller dans le bon collecteur. Et à partir de là, c'est la fête. Ce que je vous conseille, ce que je vous invite, parce que j'ai un petit peu travaillé dans l'industrie, quand vous allez voir votre boss et que vous allez dire « Hey, t'as du budget pour OpenTelemetry ?» Il va vous regarder et vous dire « Valeur métier, 0, hein, pas de budget. » Donc ce que vous pouvez faire, c'est du Shadow IT. Vous dites à personne, vous activez les flags au runtime, vous mettez un petit collecteur OpenTelemetry dans un coin, ni vu ni connu, je t'embrouille, vous récupérez de la donnée, puis au moment où vous avez un bug à gérer, vous l'utilisez, et puis à ce moment-là, vous allez voir votre boss, il dit oui, ça, on a le résultat, on a réussi à gérer ça, on a réglé en 2 heures au lieu peut-être de 2 semaines, où on ne sait pas en combien de temps on l'aurait réglé, maintenant file-moi de la caillasse. Et ça, c'est pas mal. Par contre, il faut avoir un runtime. Si vous n'avez pas de runtime, Rust Go, là, par exemple, là, vous allez devoir dire à vos développeurs, c'est comme ça qu'il faut utiliser OpenTelemetry et tatati et tatata. C'est un peu moins fun. Donc, j'ai beaucoup parlé et je vais vous faire une petite démo. Donc, je suis développeur advocate. Donc, généralement, quand on est développeur advocate, on fait des Hello World. Hein. Alors, moi, j'ai fait mon Hello World à moi. Alors, déjà, l'intérêt d'OpenTelemetry, c'est que ça fonctionne à travers de nombreuses technologies. Il y a beaucoup de stacks qui sont supportés. Donc, moi, je me suis mis dans un contexte de e-commerce, parce que j'ai fait pas mal d'e-commerce. Et donc, je veux afficher sur ma page, ma home page, des produits, avec leur prix et l'état de leur stock. OK ? Donc derrière, première chose, je vais appeler pour avoir la liste de produits. Pardon ? Ok. J'ai encore un retour bizarre. Donc je vais appeler un API Gateway. L'API Gateway va forwarder la requête vers mon catalogue. Le catalogue Spring Boot Kotlin. Je suis fan de Spring Boot et je suis fan de Kotlin. Je vais demander l'état des stocks. Donc je vais me positionner vers un composant qui est fait en Rust avec Axum. Lui, il va juste forwarder la requête vers différents warehouses pour leur demander. Donc, j'en ai un, celui Union Européenne, il est aussi en Kotlin et en Spring, mais pour être fun, c'est du GraalVM derrière. Donc derrière, j'ai tout compilé en natif pour voir ce que ça donnait. Donc là, j'ai plus de runtime, j'ai plus droit à un Java Agent. Qui c'est qui est développeur Java Python Go, désolé, Rust, ok, Ruby, je sais pas, je l'ai fait au pif, ok, et parmi les Java, Spring Boot versus Quarkus, Spring Boot s'il vous plaît, Quarkus, ok, c'est cool. J'ai aussi du Go, parce que bon, c'est la mode. Je suis nul en Go et je déteste la gestion des erreurs Go, mais j'en ai fait un. Un Ruby, parce que je me suis dit, tiens, ouais, ça va marcher aussi. Le pricing, c'est du Flask sur du Python. J'ai une autre appli en Python, mais elle est pas instrumentée. Donc je vous montre, j'ai une slide juste après, je fais tourner tout ça sur Kubernetes. Ouais, oui, il faut que ça soit un petit peu plus fun. Hein. Et derrière, cette app, l'app de recommandation, elle est pas instrumentée à la main, elle est pas instrumentée au runtime, elle est instrumentée par Kubernetes lui-même. On peut mettre des annotations pour aller... Ouais, c'est de la folie. Hein.
pour encore plus dire non, mais c'est vraiment pas le problème des devs. Et puis comme quand j'ai fait ce talk plusieurs fois, on me demandait à chaque fois, oui, mais comment ça fonctionne quand c'est asynchrone, etc. Et effectivement, c'est une bonne question parce que derrière, tout est basé sur une trame HTTP. J'ai fait en sorte de pouvoir le faire manuellement. Donc j'envoie un message pour faire de l'analytics dans une QMQ. Et derrière, j'ai une appli en TypeScript sur Node.js qui va récupérer, qui va recréer le contexte OpenTelemetry et puis créer un petit span. Donc là, je pense que vous êtes blindés. J'ai aussi du caching. Et puis les données, elles sont sur Postgres. Donc au niveau Kubernetes, qui c'est qui fait du Kubernetes? Ah, pas tant que ça, ok. Ouais, pas sûr, un petit peu, ouais. Sous le coude en Shadow IT aussi, ouais, ok. Donc ce que je vais faire, je vais avoir deux clusters. Je vais avoir un cluster dit d'infrastructure sur lequel je vais avoir mon API Gateway, je vais avoir Jaeger, je vais avoir vraiment tout ce qui est vraiment de l'infrastructure. Et puis derrière, je vais créer à l'intérieur, donc comme je vous ai dit, je travaille pour une société qui s'appelle Loft Labs où on fait des clusters virtualisés. Je vais créer un cluster virtuel où je vais héberger mes apps. Chacun de ces clusters va avoir un OpenTelemetry Collector. Comme je vous ai dit tout à l'heure, cet OpenTelemetry Collector, il va récupérer on va pousser les données OpenTelemetry dessus, mais on va rien stocker dedans. Elles vont juste rajouter des labels, et puis les deux vont aller taper sur Jaeger. Jaeger va afficher les données finales. Ok, on part là-dessus? Alors, il n'y a plus rien qui marche, ça commence bien. Donc ce que je vais faire, je vais regarder où j'en suis. Est-ce que je suis... Alors, je vais enlever mes lunettes déjà. L'objectif, c'est de démarrer le bousin. Donc je vais faire un kubectl get pods pour savoir où je suis. Get pods. Ok, donc j'ai aucune ressource. N hotel. Ok, donc j'ai vraiment rien du tout, donc c'est bien, je repars de zéro. Le lien du projet, je vous le donnerai, tout est sur GitHub, donc vous pouvez vous-même le faire chez vous. Donc je ne vais pas m'embêter, je vais faire du copier-coller bien basique. Première chose, je vais créer mon cluster virtuel. Donc c'est assez rapide. Je le mets dans le namespace hôtel. Deuxième chose, maintenant je vais créer mon infra. Donc ici, mon infra, c'est quoi? C'est mon OpenTelemetry Collector, mon API Gateway et Valky, donc c'est la nouvelle version de Redis open source parce que Redis a changé son modèle, blablabla. Et derrière, j'ai mes values. Ok, normalement ça devrait bien se passer. Pardon. Ah, c'était ça. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc là, j'ai toute mon infrastructure qui commence à se lancer. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais gérer mes apps. Donc c'est les apps que je vous ai montrées, le catalogue, le pricing, recommandations et les cat warehouse. Pourquoi j'ai pas l'inventory? Ah non, pardon. Excusez-moi, j'ai pas l'inventory, c'est plutôt ça, voilà. Donc derrière, maintenant, ce que je vais faire, je vais me connecter au cluster virtuel. Donc maintenant, j'ai un faux cluster qui tourne à l'intérieur de mon vrai cluster, et à l'intérieur de ce cluster virtuel, c'est comme si j'étais isolé. Alors par contre, pour qu'elles puissent dialoguer entre elles, par exemple, je vais avoir besoin à l'intérieur de mon cluster virtuel, mon collecteur, il veut quand même envoyer les données sous Jaeger, on va devoir les faire communiquer, et pour les faire communiquer, on peut répliquer certains services. Donc par exemple, c'est dans l'infrastructure, c'est bien, j'utilise donc Valky, et derrière, dans mon cluster virtuel, je pourrais envoyer mes données à un truc qui s'appelle cache. Même chose, Jaeger tracing, etc. Donc on peut avoir en plus avoir des noms très abstraits à l'intérieur du cluster virtuel, pouvoir changer l'infrastructure à partir du moment où la technologie est compatible. Par exemple, si je passe de Valky à Redis aujourd'hui, ça marche très très bien.
Si par contre je change, je sais pas, de Mosquito à un truc qui est vraiment différent au niveau MQ, ça a moins bien marché. Mais on peut commencer à s'abstraire de ces choses-là. Et maintenant, à l'intérieur du cluster virtuel, donc maintenant je suis connecté au cluster virtuel, à l'intérieur de ce cluster virtuel, je vais déployer toutes mes applications. Alors ça va prendre un peu plus de temps. Généralement, c'est un bel arbre de Noël à l'intérieur, parce que le Postgres met un peu plus de temps à s'installer, et il y a des applications qui immédiatement essayent de se connecter à Postgres, et ça marche pas très très bien. Ici, je suis en version 1.0, donc il y a beaucoup de gens qui font du Java. Donc je vais vous montrer le projet Java principal qui est le catalogue. Donc Spring Boot, Kotlin, et regardez ici, c'est magnifique, il n'y a pas une seule dépendance OpenTelemetry. On est d'accord? Ok. Donc où se situe la magie? La magie se situe dans un Java Agent. Donc ici c'est un multistage Docker build. Première étape, je vais compiler mon code, créer mon jar. Deuxième étape, c'est l'image qui va être générée, l'image finale, je vais le runner. Et ici j'ai une petite étape intermédiaire où je vais récupérer le jar OpenTelemetry de GitHub, et quand j'exécute, ça fait des chocs à pic. Je l'exécute avec mon Java Agent. Normalement, je devrais avoir tout qui est bon. Donc ici maintenant, ce que je peux faire, je peux faire un curl, et ça commence bien parce que c'est pas le bon port, forcément. C'est pas mal. J'attends vos applaudissements. Pardon, ça se dit pas, mais quand même, merde. Putain, je me suis un peu fait chier, quoi. C'est un peu mou, mais bon, c'est Dijon, quoi. Ok. Et derrière, donc, sans avoir de dépendance OpenTelemetry, juste en ayant le Java Agent, le catalogue, derrière, il a créé ces spans-là. Donc, quand il reçoit une requête, il est capable de le loguer. Enfin, pardon, pas de le loguer, mais de créer un span. J'ai le find by ID, j'ai le product. Et derrière, quand il fait des requêtes HTTP, il est capable aussi de loguer. Ce qu'on peut voir, c'est que ici, derrière, j'ai l'impression d'être un prof avec des élèves qui parlent. Et quand je m'arrête de parler, ils arrêtent de parler. J'ai fait 20 ans d'enseignement, je connais les trucs. Et derrière, ici, je vais faire on peut voir que comment ça s'appelle? Non, lui il fait un get. C'est pas celui-là que je veux voir, c'est celui-là. Là, je vais utiliser, je vais faire en fait un appel. Donc, je cache le pricing parce que je considère que ça prend du temps d'avoir le pricing et puis le truc il est en Python, donc c'est super lent. Donc, en fait, au niveau du catalogue, je cache le retour. Donc là, je vais essayer d'avoir, est-ce que je l'ai dans le cache? Et là, directement, on a la requête qui est envoyée par le catalogue pour récupérer le prix. Impressionnant, non? Et j'ai rien fait, hein. J'ai juste utilisé le Java Agent. Ok? Et derrière, on a aussi le set à la fin, puisque donc là, maintenant, c'est dedans. Donc là, on a bien le set. De la même manière, je n'ai rien fait pour ça. Ça s'est fait de manière automatisée. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Normalement, on devrait avoir un appel à la base de données. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Le find by ID, non. Voilà, c'est là. C'est marqué dessus, c'est comme le port salut. Et ici, je vais avoir la requête. La requête, c'est un peu petit. Alors le problème, c'est que si je fais un peu plus gros, ça pète un peu le truc. Ça va là? Ouais. Ok. Donc j'ai la requête SQL qui est envoyée à Postgres. Et encore une fois, j'ai rien fait. Je peux faire même un peu mieux. Donc maintenant, ce que je peux faire, je peux instrumenter je vous ai montré, il y a mon composant de recommandation. Mais ça parle beaucoup quand même, hein.
On est dans un amphi, je vais vous traiter comme des étudiants. Donc là, j'ai upgradé, et ce que j'ai rajouté, c'est un petit truc qui s'appelle instrumentation. Alors, par contre, malheureusement, je suis obligé de le faire en 2 étapes, sinon ça fonctionne pas bien. Donc c'est instrumenter. Voilà. Et là, ça va venir instrumenter mon application de recommandation uniquement parce que l'application de recommandation est... Pardon. Il a cette annotation. Faut juste que je regarde si elle a redémarré. J'ai perdu ma voix. Donc ce que je vais faire, je vais la tuer. Le drame de l'enseignant, il perd sa voix. Et normalement, sous vos yeux ébahis, donc si je reviens ici, la trace qu'il y avait, il n'y avait pas de composant recommandation. Et normalement, j'espère que je ne dis pas de bêtises, voilà, je ne dis pas de bêtises. Je relance ma trace. Je fais une recherche, et là, j'ai un composant recommandation. Et le composant recommandation, c'est, voilà, donc là, j'ai 5 traces. Lui, il est pire de chez pire. Il est, donc, j'ai mon projet Python. Il n'a aucune dépendance à OpenTelemetry. 0, nada. Quand je le lance, il n'y a aucune magie OpenTelemetry dans les dépendances. Et il est uniquement instrumenté par Kubernetes. Et uniquement grâce à la petite saloperie de instrumentation. D'annotation. Donc Python, j'ai l'impression que c'est pas votre... Il n'y a pas trop d'amis du Python ici. Quarkus, ça vous intéresse? Ouais. Donc Quarkus, j'ai décidé d'utiliser l'OpenTelemetry, non pas de l'agent, bien que ça fonctionne très bien aussi. J'ai décidé d'utiliser l'OpenTelemetry qui est fourni avec Quarkus. Donc ici, il y a un Quarkus OpenTelemetry, et derrière, il y a une dépendance OpenTelemetry JDBC qui est fournie par OpenTelemetry itself. Par contre, dans mon code en lui-même, j'ai rien d'OpenTelemetry spécifique. Hein. Ok ? Et derrière, j'ai, donc c'est UK, j'ai ces 4 traces-là. Donc encore une fois, vous n'avez pas besoin d'embêter les développeurs avec ça, vous voulez commencer facilement avec OpenTelemetry, vous faites de l'auto-instrumentation, vous ne posez pas des questions existentielles. J'ai combien de temps encore? 1 quart d'heure, c'est royal, Byzance. Donc imaginons, je peux vous montrer le Rust, tout le monde s'en fout, mais moi j'aime bien, donc... Donc Rust, par contre, là, il n'y a pas d'auto-instrumentation, puisqu'il n'y a pas de... Ouf. Toi, t'as jamais vu un cargo TOML. Ouais. Bon, ouais, c'est la même chose, hein, tu définis des dépendances, tu donnes les versions. C'est cool, TOML, hein. Non. Je sais pas ce qu'a fait En fait, je pense que XML a traumatisé des gens, et depuis... Tout le monde est XML, mais franchement, c'est super pratique hein, quand on veut faire... Bon, bref. Je préfère XML à ça, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. On a tué XML. Donc là, j'ai défini mes dépendances. Donc j'utilise le framework Tokyo, qui est le framework async de référence sur Rust. Axum, c'est justement le framework web qui permet de faire de l'asynchrone en utilisant Tokyo. Et derrière, j'ai OpenTelemetry et Tracing, et surtout, j'utilise 2 librairies qui me permettent de ne pas utiliser OpenTelemetry et Tracing. Ça, c'est justement une librairie qui me permet, en fait, de juste faire 2 appels dans mon framework et à laisser les développeurs qui créent les routes complètement de ne pas se préoccuper. Donc, en fait, j'ai cette ligne-là. Et ça, c'est faux. Hop.
Ça, c'est faux. Donc, je le remets parce que j'utilise Git, mais il faudra que je l'enlève. Derrière, j'ai deux trucs OpenTelemetry ici. Donc, il y a un truc qui va récupérer et un truc qui va le renvoyer. Et par contre, quand je crée ma route, pardon, oups, surtout pas faire ça. J'ai rien d'OpenTelemetry ici. Donc, c'est de la même manière, je vais le mettre au point d'entrée central de mon framework, qui en l'occurrence là est Axum. Et derrière, les routes ne s'en préoccupent pas. Par contre, ben, c'est le mieux que je puisse faire. Next, on a un peu de budget, on va faire de l'instrumentation manuelle. Donc là, ce que je vais faire, hop, j'ai déployé la version suivante. Déconne pas, Toto. Putain, il met du temps. Ok. Donc là, ma version de... Allez, donc le Rust, je vous le remonte pas, de toute façon, il changera plus. Par contre, le catalogue, j'ai rajouté une dépendance. Là, j'ai rajouté les annotations. Donc maintenant, comme je suis un développeur Spring, je peux rajouter des annotations qui vont créer automatiquement des spans. Par exemple, ici, ces méthodes, en l'occurrence c'est du Kotlin, donc on parle de fonctions, ces fonctions qui ne créent pas des spans, maintenant vont créer des spans. On peut aussi renommer le nom du span. Par défaut, c'est le nom de la classe simple, donc sans le nom du package, et le nom de la méthode. Mais derrière, imaginons que le nom de la méthode soit un peu trop long, je peux le renommer comme ça. Encore mieux, un truc que je ne vous avais pas montré encore, chaque span comporte des tags. Donc on peut rajouter soi-même des tags. Ah, par contre, c'est pas super fun parce que par exemple, ici, pour avoir le product ID, je passe le product. Donc normalement, j'aurais accès au product ID, mais comme je fonctionne que par association, je suis obligé de rajouter un paramètre inutile dans ma méthode, ou en l'occurrence dans ma fonction, pour pouvoir l'annoter. Bon, après, je l'utilise directement ici pour pas que mon IDE me dise « Ah, tu utilises un paramètre qui n'est pas utilisé », mais bon. Et donc derrière, ce qu'on peut faire, c'est la chose suivante, pardon. Donc derrière, ici, je vais avoir un fetch que je n'avais pas avant. Et j'ai mon product ID. Parce que je peux avoir un bug où, pour une raison ou pour une autre, je vais dire, ah, mais peut-être que je passe pas le product ID, le même product ID que je reçois de l'autre côté. Donc je vais voir ajouter le product ID. Côté Python, alors côté Python, le problème c'est que là, je l'ai pas. Donc ce que je vais faire, je vais réinitialiser le cache. Il est où mon cache? Il s'appelle Valky. Voilà, je réinitialise mon cache. Pouf, j'ai tué. Comme tout est en mémoire, c'est la fête. Donc je vais refaire une requête. Ah, ça prend un peu de temps. Alors quand ça prend un peu de temps, généralement, on peut avoir des traces qui ne sont pas complètes. Ça prend vraiment du temps. Donc pendant qu'il fait sa petite... Voilà, donc là j'ai récupéré mon pricing. Et mon pricing, il est dans le code Python. Je le vois où? Ah, je l'ai plus. Il doit être quelque part. Oubliez ce que je voulais vous montrer. Derrière, dans mon pricing, j'ai pu aussi rajouter manuellement OpenTelemetry. Et derrière, je peux rajouter OpenTelemetry ici pour avoir le nom d'un span bien spécifique. Maintenant, dernière étape, comment on fait quand on a des trucs asynchrones? Puisque je me base sur une trame HTTP. Donc, quand on a dit asynchrone, il n'y a plus de trame HTTP. Donc, je vais me mettre au niveau du messaging component. Je fais mon déploiement de mon application. Et au niveau de mon catalogue, ce que j'ai fait, j'ai rajouté... Pardon. Au niveau de mon catalogue, j'ai rajouté un... Eh, il ne me l'a pas fait.
normalement, je devrais avoir un filter quelque part. OK. Voilà, Analytics Filter. Pourquoi il apparaît pas? Ah, il était là, Analytics. OK. Donc, ce que je vais faire, je dis à chaque fois que je reçois une requête, j'ai un filter. Le filter va créer un message dans une QMQ. Il va envoyer un message dans une QMQ. Et là, vous avez deux solutions. Soit votre QMQ, c'est du MQ3 ou moins. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas le choix. Les informations supplémentaires sont obligées d'être dans le payload. Soit vous êtes en version 5. Et dans ce cas-là, vous pouvez ajouter de la metadata. Donc, ce que je vais faire, je vais juste recréer mon header HTTP. Et derrière, je vais l'enregistrer à chaque message en tant que metadata. Donc ça donne la chose suivante. Je ne sais pas pourquoi il ne compile pas, il a décidé de ne pas me faire plaisir. Hop. J'ai perdu ma souris. OK. Donc là, je recrée un truc qui s'appelle TraceParent, qui est exactement ce qui est décrit dans la spec TraceContext. Je le recrée avec mon objet span context, donc je récupère le trace ID, le span ID et le trace flag. Tout ça, je l'enregistre dans, je l'envoie avec mon message. Et derrière, normalement, je devrais avoir des informations supplémentaires. Ah, trop rapide, voilà. Là, vous voyez que j'ai un nouveau service qui est apparu qui s'appelle Analytics. Ben, c'est exactement ça. C'est ce petit service Analytics qui lit le message. Donc, côté Node.js, ce que je fais exactement l'inverse. Quand je récupère le message, je vais récupérer les métadatas et je vais récupérer l'objet TraceParent et derrière, je recrée le contexte OpenTelemetry avec ce TraceParent. Et derrière, maintenant que j'ai un contexte OpenTelemetry, je peux créer une span qui s'appelle readMessage avec les attributs que j'ai décidés. En l'occurrence, vous les voyez ici. Je ne vous ai pas parlé de l'OpenTelemetry Collector, donc je vous ai dit, dans chacun de mes clusters, j'ai un OpenTelemetry Collector. Et derrière, ce que je peux faire, je peux rajouter des informations supplémentaires. Donc par exemple, par défaut, je vais avoir le nom du container, le nom du deployment, le namespace, blablabla. Bla, bla, bla. Et ça, c'est hyper simple à faire. Même chose quand on est dans Kubernetes. Derrière, dans l'infra, donc c'est dans Helm infra, template, values collector. Vous avez un Kubernetes attribute enabled égale true. Donc avec juste ces informations-là, vous avez toutes les informations du cluster Kubernetes dans lequel vous tournez, plus le container, etc. Eh ben voilà, c'est pas mal. Merci de votre attention. Bien que Twitter soit mort, j'ai quand même conservé un compte si ça vous intéresse. Sinon, je continue ma veille techno et à partager mes résultats sur Mastodon et Blue Sky en attendant que la poussière retombe. Si vous êtes intéressé par le code, normalement, ça marche sur ma machine, mais ça devrait marcher sur la vôtre. Donc, tout est disponible là. Je l'ai juste caché sous un lien Bitly pour savoir combien de gens vont actuellement regarder le code. Et puis, si ça vous intéresse de faire du Kubernetes et de la virtualisation, allez jeter un petit coup d'œil chez Loft. J'ai commencé il y a un mois, ils sont super cool. Est-ce qu'il y a du temps pour des questions? Oui. Alors, il y a du temps pour les questions. Avez-vous des questions? J'ai retrouvé ma voix. Oui. Est-ce que vous auriez des éléments de sizing en fonction d'une volumétrie voire À quel niveau? Du storage? Au niveau storage, oui. Au niveau mémoire aussi. Enfin bon. Alors, au niveau storage, bah, ça dépend. Combien de temps tu veux les conserver? Ça dépend. Tu veux conserver tes traces 5 ans? Tes traces, hein, pas tes logs, tes traces.
Est-ce que tu veux conserver tes traces 5 ans? Ça dépend énormément du back-end que tu utilises. Et là-dessus, j'ai aucune prescription. En fait, sur ce petit élément-là, en fonction de tes requirements, tu peux avoir n'importe quel type de data store. Moi, j'ai utilisé un Jaeger en mémoire parce que j'ai une seule image Docker et que j'ai pas à me poser des questions, puis c'est pas ça qui m'intéresse. Mais derrière, l'architecture Jaeger, tu as plusieurs composants. Derrière, tu peux avoir une base de données principale et puis tu vas la dumper, je sais pas, sur du storage long terme, etc. Et ça, c'est uniquement déjà pour la partie Jaeger. Grafana a une autre architecture. Ça dépend énormément de ces éléments-là. Je peux pas te dire, il faut tant et puis débrouille-toi, quoi. Non. Je reste un consultant. It depends. Alors, je vais répondre par mon anecdote favorite. Ne le prends pas pour toi. Je suis intéressé par ces aspects d'observabilité depuis super longtemps. Et comme je l'ai dit, j'ai fait des projets avant. Et à chaque fois, j'essayais de fournir aux ops des moyens d'observer mon application. Et ça coûtait de la thune. Forcément, il fallait créer chaque endpoint, etc. Et du coup, à un moment, Spring Boot est sorti avec l'actuator. J'ai dit, mais c'est excellent. On rajoute une dépendance. Et derrière, j'ai besoin d'aucun budget, je la rajoute. Et donc, j'ai fait énormément de talks sur l'actuator en disant, mais il faut l'utiliser, trop bien. Et à chaque fois, j'avais une question. Mais c'est quoi le coût sur les performances? Et ma réponse basique, c'était, je ne sais pas, il faut faire les tests dans votre infrastructure. Et surtout, est-ce que vraiment vous en êtes à ce problématique de performance? Est-ce qu'il vaut mieux aller très très vite dans le mur ou est-ce qu'il vaut mieux aller plus lentement en sachant où vous allez? Je ne peux pas répondre. Ça dépend de ton contexte. Si tu fais de l'embarquer, effectivement, avec, je ne sais pas, si tu es la NASA et que tu veux envoyer un truc sur Mars, la performance va être importante. Si tu es dans un truc plutôt standard, du retail, etc., l'observabilité va être vachement plus important parce que derrière, tu peux rajouter, tu remets un peu de RAM dans le cloud et ça va te coûter pas forcément super cher par rapport au risque d'avoir un gros plantage et de ne pas savoir le débugger. Et j'ai été dans le cas où j'ai eu un gros plantage et j'ai pas pu débugger. Mais après, c'est une question de contexte, d'appétence au risque, de ton industrie. Si tu es sur Candy Crush, tu n'as pas les mêmes problématiques que si tu fais de l'embarqué, que si tu fais de la chirurgie remote. Et ça, je peux pas te dire. Si vraiment c'est une problématique pour toi, fais les tests de performance chez toi, vérifie et accepte ou pas. Autre question? Oui, s'il vous plaît. Là, niveau tracing, donc on est obligé d'avoir un collector au niveau du chaque runtime. Par contre, si on se contente uniquement de logging... Pardon, est-ce que tu peux parler plus fort à mon âge, sais? Si on se contente uniquement du logging, est-ce qu'on peut imaginer avoir un collector unique qui fait du scrapping? Alors, le scrapping, il me semble me souvenir que c'est sur du Prometheus, donc c'est sur les métriques, et c'est lui qui va aller chercher les trucs. Mais sur du OpenTelemetry Tracing, c'est tes composants qui vont pousser. Et pour ce qui est logging? Pardon? Pour le logging? Et pour ce qui est logging, je sais plus. Je crois que ça dépend, ça dépasse. D'accord. Je crois que les deux sont possibles. Je sais plus quel est le mode par défaut, mais il me semble que les deux sont possibles. Et j'aurais une autre question, c'est sur c'est gratuit. Un environnement en production. On peut imaginer une auto-instrumentation qui tourne avec des alertes dessus, ou est-ce que c'est plus pertinent d'avoir des métriques définies en amont et qui surveillent des points très précis? On parle de traces là, mais sur de la trace là cette fois justement. Alors moi, ce que je pense, c'est si vous commencez dans le tracing, faites des trucs pas chers pour avoir vite du feedback. Faites de l'auto-instrumentation, regardez si ça vous convient, regardez si c'est suffisant. Comme je parlais du budget au départ, vraisemblablement monter un gros projet alors que vous n'avez aucune idée des bénéfices que vous allez pouvoir en retirer, c'est utopique, voire même ça peut vous mettre en danger parce que si vous en retirez aucun bénéfice, c'est vous qui prendrez une grosse tarte à la fin. Donc même si vous êtes super bon en com, que vous
vous arriviez à convaincre votre manager, c'est pas vraiment une bonne idée. Commencez petit et itérez de manière agile et intelligente en fonction des bénéfices que vous avez, en fonction des contraintes que vous avez, et puis avec un peu de chance, en commençant petit, peut-être que vos équipes Ops, elles vont être demandeuses de plus, et dans ce cas-là, elles pourront pousser pour avoir du budget. Merci. Je suis super pragmatique de ce point de vue-là, ayant beaucoup travaillé dans des grosses organisations bien lourdes et bien pénibles. Il vaut mieux commencer petit et agile. Oui. Est-ce qu'on peut le connecter à un APM pour avoir du lien entre la trace et les métriques ? Alors, la question est, est-ce qu'on peut le connecter à un APM pour avoir une trace et des métriques ? Tu peux avoir une trace et des métriques et des logs sans le connecter à un APM. Là, j'ai utilisé Jaeger qui fait que des traces, mais il y a 2 ans, j'ai vu quelqu'un qui faisait ça sur du Grafana. Il avait toute la stack Grafana, il avait les logs, les métriques et les traces, et il passait de l'un à l'autre. Et ça fait des chocs à pic. Et c'était pas mal. C'était pas mal. Et je crois qu'Elastic fait la même chose. Pardon, je suis sûr qu'Elastic fait la même chose. Ouais, merci beaucoup pour le talk. J'ai 2 questions. La première, on a du coup parlé de la partie tracing. Ouais. OpenTelemetry dans la spec, dans le SDK aussi une partie métrique et log. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que la partie Rien, tracing parce suffit que elle-même ? je Est-ce suis que pas suffisamment, Ok. j'ai pas suffisamment d'expérience dessus. ça marche. Et la deuxième du coup, tu parlais du côté instrumentation de code en Rust et en Go. Ouais. J'ai pas du tout regardé. Est-ce qu'il y a de l'auto-instrumentation pour des trucs en WebAssembly au niveau du runtime ? Alors, je pensais vouloir... Alors, auto-instrumentation, c'est quasiment sûr que non. Est-ce qu'il y a de l'instrumentation manuelle ? C'était dans un de mes objectifs de regarder pour ajouter un warehouse en WebAssembly, mais j'ai pas eu le temps de regarder. Une des manières de faire, si tu veux avoir la réponse très vite, tu prends Non, tu veux pas avoir la réponse très vite. Sinon, tu prends le composant que j'ai fait en Rust, t'essayes de le compiler. Ça marchera vraisemblablement pas en fonction. Donc, il faut regarder pour avoir utilisé une plateforme WASI, Wasm, machin, etc. Enfin, moi, c'était mon axe de réflexion. Je sais pas. J'aimerais bien y arriver. Ok, merci. Et du coup, que la première était rapide, une troisième bonus. Ça fait vite beaucoup de volume, toutes ces spans. Ouais. Des recos sur le sampling ? Alors, et c'est une excellente remarque, je n'ai pas parlé du sampling. Par défaut, je sample tout parce que je n'ai pas envie d'avoir 10 000, de lancer 10 000 requêtes pour avoir une trace. Hein, pour une démo, c'est un petit peu mieux. Mais effectivement, c'est une excellente remarque. Je vous invite à faire du sampling, donc à récupérer uniquement un échantillon de vos traces. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a que du pré-sampling, donc à l'entrée vous dites je prends qu'une trace sur toutes les 10 000. Peut-être qu'un jour on aura du post-sampling, donc on aura 10 000 traces, et puis derrière on aura une petite AI qui va dire celle-là elle est intéressante parce qu'il y a une grosse merde dessus, celle-là aussi. Mais ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est que le sampling, c'est pas on met une valeur et puis derrière on la garde de manière statique pendant toute la vie. Quand vous allez mettre en place une solution de tracing, vraisemblablement, vous allez avoir une valeur de sampling qui va être élevée parce que justement, vous voulez vous rendre compte de savoir ce qui se passe, etc. Vous voulez avoir de la donnée. Puis ça va se stabiliser. Donc vous allez pouvoir diminuer votre valeur de sampling. Puis peut-être que vous allez déployer un nouveau service qui va être un petit peu de critique que vous allez voir surveiller. Donc vous allez pouvoir aussi l'augmenter. Donc oui, ça fait partie des paramètres de base de OpenTelemetry. Un truc que j'ai pas dit, qui peut peut-être aussi vous intéresser, c'est que la plupart des composants, si vous utilisez des composants qui sont fournis par OpenTelemetry, la configuration est toujours la même par variable d'environnement. Donc par exemple, si je regarde ma configuration pour le warehouse, non ça c'est du Spring, c'est juste celui qu'il faut pas. Là, le Hotel Exporter, OTLP Endpoint, Hotel Service Name, Hotel Metrics, bon, il y en a plein d'autres. C'est la même pour ça c'est quoi? C'est du Go, que pour le Java Agent.
c'est exactement le même nom des variables d'environnement. Donc il y a un truc qui permet de gérer le sampling via une variable d'environnement également, et à travers tous vos services. Et puis tous vos services peuvent ne pas avoir la même valeur de sampling, etc. Bon, merci. On va pouvoir s'arrêter là. Merci.